Parmi les diverses causes auxquelles on attribua l'étrange conduite du directoire dans cette occasion, beaucoup ont pensé que bien des personnes offensées voyant avec quelque jalousie la grande renommée de Napoléon, sa marche hardie et décidée, leur inspirer des craintes sur les projets ultérieurs qui pourraient nourrir son ambition. La proclamation par laquelle il avait protégé en Italie les prêtres déportés et qui lui avait gagné beaucoup de partisans en France, son style respectueux envers la pape, son refus de détruire son siège, ses ménagements pour le roi de Sardaigne et pour les aristocraties de Gênes et de Venise. Tout cela avait fait la grande impression. Elle s'est trouvée commentée souvent avec des intentions fortes malignes. Lorsqu'on vit la victoire du Tagliamento et les succès qui suivront les Alpes noriques passées et l'Allemagne envahie par cette route inconnue. La joie de la République à la vue des grandes humiliations de notre implacable ennemi fut beaucoup diminuée aux yeux de plusieurs par la crainte de voir Napoléon acquérir une nouvelle gloire en entrant triomphant dans Vienne et réunir alors sous son commandement toutes les forces de la République. Qui pourra, se disait sauver la liberté publique de l'influence d'un caractère et d'une gloire si extraordinaire? Si les armées du Rhin ont été battues l'an passé, ils ne devront leur succès cette année qu'à Napoléon qui aura tourné à lui seul toute l'Allemagne. Elle les devancera les 15 à 20 jours dans Vienne. Ces armées d'ailleurs participant déjà à la gloire de l'armée d'Italie par les 2 divisions qui ont été envoyées partageront aussi son enthousiasme pour le jeune héros. Il maîtrisera tout. Beaucoup de raisons faisaient donc désirer que Napoléon fût empêché d'entrer dans Vienne, que non seulement les 3 armées demeurent sont séparées, mais qu'encore on alimenta entre elles une certaine jalousie. Il parut que ces idées influeront d'abord sur les décisions du directoire, mais dès que les nouvelles de brillants succès de l'armée d'Italie et son entrée en Allemagne euront éteint les armées du Rhin par les voies de papiers publics et les relations de l'ennemi, alors elles s'indigneront elles-mêmes de leur oisiveté et demanderont à grands cris si l'armée d'Italie devait tout faire. À ce mouvement se joignit le sentiment de grand nombre de familles qui ayant leurs enfants à l'armée d'Italie et l'opinion de la généralité des citoyens animés des sentiments nobles et purs qui ne pouvaient rien comprendre à l'inaction des autres armées et l'imposition fut si violente qui ces armées du Rhin, des sombres et muses, durant alors passer le fleuve et marcher en Allemagne. On retira le commandement de l'armée des sombres et muses à Bournonville. Homme nul, sans talent, civil ou militaire, et on le confia à Auch, jugera du plus grand mérite son patriotisme ardent, joint à une extrême activité, à une ambition désordonnée, aux soins qu'il prenait de se concilier des officiers et se décrier au grand nombre de partisans, faisait espérer que placé à la tête de l'armée la plus nombreuse et secondé de toute l'influence du gouvernement, il serait aisément on revoit la propre protéger l'opinion des soldats et des citoyens et garantit ainsi la République, quelle que fût son d'ailleurs l'amitié, estime d'espèce d'enthousiasme, même que Hoche n'eût cessé de témoigner en toute occasion pour Napoléon.
Ces réflexions étaient faites publiquement dans les sociétés de Paris. Et ne pouvions manquer de revenir à Napoléon, qui au sommet des grandeurs et de la gloire ne se trouvait donc environné que de précipices. La carte ne pouvait plus désormais comparer sa situation, surtout en accroissant sa gloire. Il en chercha aussitôt une nouvelle dans la paix qui devait le rendre cher à toute la population, et créer pour lui un nouvel ordre d'événements, car c'était désormais le seul qui put soustraire la République à la situation fâcheuse à laquelle apportait en ce moment la fausse direction de l'esprit public dans l'intérieur. Napoléon partit de Rastatt, traversa la France incognito, arriva à Paris sans arrêter et descendit à sa petite maison chaussée d'Anton, rue Chantereine. Une délibération de la municipalité de Paris donna quelques jours après à cette rue le nom de rue de la Victoire. Les cours municipales, l'administration du département, les conseils chercheront à l'envie les moyens de lui témoigner la reconnaissance nationale. On proposa au conseil des anciens de lui donner la terre des chambres et un grand hôtel à Paris. C'était tout à fait convenable. Le général de l'armée d'Italie, qui pendant 12 ans avait nourri son armée, créé et entretenu son matériel, soldé plusieurs années des soldats arriérés, fait passer 30 ou 40 millions aux caisses de France et plusieurs centaines de millions en chef d'œuvre des arts, toutes aux affaires publiques, avait négligé sa propre fortune. Il ne possédait pas 100 000 écus en argenterie, bijoux, argent, meubles. Un grand récompense nationale eût donc été tout à fait à sa place. Mais le directoire, sans qu'on sache pourquoi, s'alarma de cette proposition et ses infidèles le carteront en répondant que les services du général n'étaient point de ceux qu'on récompense avec de l'argent. De son armée, les chefs de tous les partis se présenteront chez lui, mais ils ne feront point admis. Le public était extrêmement avide de la voir. Les rues, la place, peu où l'on croyait qu'il passerait, étaient en plein de monde, mais il ne se montrait nulle part. L'Institut venait de le nommer membre de la classe des mécaniques. Ce fut le coutume qui le dota. Il ne reçut d'habitude que quelques savants, tels que Manger, Berthollet, Borda, Laplace, Brony, Lagrange, Petit Généreux, seulement Cléber d'Essay, Lefebvre, Caffrali, Dufarga et un petit nombre de députés. Le directoire voulut les recevoir en audience publique, en file et chafaudage dans la place du Luxembourg pour cette cérémonie où il fut conduit et présenté par le ministre des Relations extérieures, Talleyrand. La substance de son discours fut que quand la République aurait les meilleures lois organiques, son bonheur et celui de l'Europe seraient assurés. Il évita de parler des fructidors, des affaires du temps et de l'expédition d'Angleterre. Ce discours simple donna cependant beaucoup à penser et ne peut donner prise à aucun ennemi. Le directoire, le ministre, les relations extérieures lui donneront de fait. Il parut à l'une et l'autre. Il resta peu de temps. Il eut l'air d'être peu sensible à ces fêtes. Celle du ministre des Relations extérieures, Talleyrand, fut marquée au coin du bon goût. Toute Paris y était. Une femme célèbre, déterminée à lutter avec le vainqueur de l'Italie, interpella au milieu d'un grand cercle, lui demandant quelle était à ses yeux la première femme du monde, morte ou vivante. Celle qui a fait le plus d'enfants, lui répondit-il.
Un curé aux séances de l'Institut put y voir le général et n'y manquait jamais. Il naillait au spectacle quand l'auge criait. Il rejeta bien la loi proposition des administrateurs de l'opéra qui voulaient en donner une représentation d'apparat. Le maréchal de Saxe, de Lovendal, de Meutier, y avaient triomphé au retour de l'armée. Lorsqu'au retour d'Égypte au 18 brumaire, il parut aux Tuileries. Il était encore inconnu aux habitants de Paris, ce qui redoubla le désir de le voir. Le directoire lui témoignait le plus grand rigueur quand il le voulait consulter. Il envoyait toujours les ministres les prendre. Il était admis sur le champ. René Sion s'entretenait des directeurs et donnait son avis sur les objets du moment. Les troupes rentrant en France chantaient les chansons en son honneur, les portant au nu. Elles disaient qu'il fallait chasser les avocats et le faire roi. Les directeurs affectaient la franchise jusqu'à lui montrer les rapports secrets que leur en faisait la police, mais ils dissimulaient mal la peine qu'il éprouvait en détente de popularité. Le général d'Italie appréciait toute la délicatesse et les embarras de sa situation. Le gouvernement marchait mal et beaucoup d'espérance se tournait envers lui. Le directoire eut d'abord la pensée de le faire retourner à Reichstadt. Puis c'était la responsabilité du Congrès, mais le général refusa cette mission, représentant qu'il ne connaît pas que la même main mania la plume et l'épée. Depuis le territoire le nomma commandant de l'armée d'Angleterre, ce qui servit à couvrir aux yeux de l'ennemi l'intention et les après de l'expédition d'Égypte.